Bonsoir a tous. Bonsoir a tous. Bienvenido a todos. Soy Sergio, el embajador de Francia, y me encanta ver que para nuestro último evento de la temporada, la sala está totalmente llena. Es la demostración que escogimos bien. No solamente la temática, la imaginación pouvoir, la imaginación al poder, sino también los ponentes, los autores, y en particular esta noche Tahar Ben-Jelloun, que acogimos con mucho placer, mucho orgullo y mucha estima y muchos agradecimientos. Estamos muy agradecidos por su presencia. Esta mañana hicimos la deliberación para le choix español du Goncourt. Tengo el derecho de decir quién. J'ai le droit de dire qui a été choisi par le choix espagnol du Goncourt. Je peux? ¿Puedo? No, porque respeto todo. El jurado, presidido por Antonio Muñoz Molina, ha decidido con estudiantes de varias universidades españolas, ha escogido Frères d'âme de David Diop, que es un libro maravilloso. Lo van a descubrir, va a ser obviamente traducido muy rápidamente y va a ser un encanto. Pero hoy hablamos de la traducción del libro de Tahar Ben-Jelloun, en presencia de Tahar Ben-Jelloun, La punición, el castigo. Y vamos a hablar entonces de este momento de la historia del autor de Marruecos en los años 60, sobre represión, es toda una trayectoria de la cual vamos a hablar. Tahar Ben-Jelloun no lo presento, es un gran autor de Marruecos y de Francia, que es miembro del jurado Goncourt, que él mismo tuvo el premio Goncourt, Nuit Sacrée, en 1987 o 1987, y entonces tiene este largo recorrido de literatura. Y bueno, nos acompaña esta noche con Juan Cruz, que conocen también todos ustedes, periodista del país, también novelista, y que ha recibido varios premios, entre los cuales el premio del periodismo cultural, que es tan importante, que nos acompaña a veces también, y quien tiene mucho aprecio por la cultura y la literatura francesa. Entonces, gracias por su presencia, gracias a los editores, no hay que... Cabaret y Voltaire, no olvidemos nunca los editores, los traductores, los que permiten precisamente que esos libros franceses francófonos parezcan en España. Gracias a Cabaret Voltaire, gracias a la Fundación Tres Culturas de Sevilla, gracias al Instituto Francés, que quiero saludar esta noche, en este fin de año, y les deseo una buena velada y una excelente Navidad. Merci beaucoup, joyeux Noël, formidable, on y va. Me gustaría mucho decir que agradezco muchísimo al Instituto Francés y a Cabaret Voltaire que hayan pensado en mí para este diálogo con Tahar Ben-Jelloun, que es en cierto modo mi paisano. Él tiene un paisano en el libro, un casi paisano inquietante. Seguro que no era como los canarios, que estamos cerca de tu territorio. Pero me gustaría hablar de algo antes de pasar a conversar con Tahar Ben-Jelloun. Yo tenía y tengo un enorme aprecio por dos escritores
casi franceses o franceses. Uno es Todorov, murió hace algún tiempo, y otro es Jorge Semprún. Ninguno de los dos nació en Francia, y como Tahar Ben Jelloun son franceses, de cultura, de expresión, de ánimo francés, ese ánimo que ante la desesperación o la tristeza es capaz de juntarse en un estadio de baloncesto y cantar la Marsellesa, un himno que nos corresponde a todos. Y mi aprecio por la cultura francesa viene también por su enorme capacidad de acogida de los otros españoles, de los otros marroquíes, de los otros. Nada más empezar tu libro, yo me encontré con algunas palabras que son extremadamente familiares a la escritura del norte de África: el sol, la madre. De pronto la figura de Albert Camus, la metáfora, el aire de esa parte norte de África me hizo sentir cercano a la atmósfera del extranjero, o incluso del revés y el derecho. Pero también en algún momento, cuando tú describes la atmósfera que hay en el cautiverio, mientras se producen los castigos de diverso orden, tu manera de describir lo que le ocurría a un chico muy joven bajo una dictadura, recordaba la atmósfera que explica Franz Kafka en sus libros, sobre todo en la Metamorfosis, ese encierro en el que provienen todos los fantasmas. Y el libro me ha parecido un conmovedor alegato contra las dictaduras. Por supuesto, imaginé también las cárceles de Franco. Lo que me pregunto es, mientras lo escribías, tú también lo describes, pero mientras lo describías, hay en la propia escritura como el susto aún por la barbarie, ¿no? Como si eso durara toda la vida, como si te siguiera traspasando. Oui, bonsoir. Merci, merci à M. l'ambassadeur, merci à Juan d'être là, que vous soyez tous là, pour vous parler d'une épreuve personnelle vécue il y a 50 ans, mais qui, comme vient de dire Juan, pourrait être universelle, parce qu'il s'agit simplement d'une privation de liberté pour un jeune homme de 19-20 ans. Cette privation de liberté était accompagnée aussi de maltraitance physique et morale. Et cette forme totalitarisme était quelque chose qui a fait beaucoup de mal dans mon pays, le Maroc, parce que nous avons connu ce qu'on a appelé plus tard les années de plomb, où il y avait un état d'exception et où les libertés individuelles et collectives étaient interdites pratiquement, où penser différemment était mal vu et où les prisons étaient pleines de personnes qui étaient des opposants mais qui n'avaient jamais pris des armes. Et le paradoxe de tout ça, c'est que la monarchie, le régime de Hassan II va subir 2 fois de suite du coup d'État de ses propres amis, c'est-à-dire des militaires
qui eux étaient chargés de nous punir, de nous redresser, de nous donner une leçon pour devenir ce qu'ils appellent des hommes. Donc cette dictature, elle était dans un camp, et ce camp, il était fait soi-disant pour faire un service militaire, mais il n'y avait pas plus de service militaire qu'autre chose. C'était vraiment une entreprise pour atteindre la dignité des jeunes gens et les brusquer, les maltraiter, pour qu'ils sentent qu'ils sont dans un pays où la pensée doit être très modeste, sinon inexistante. Et quand on a 20 ans, on est forcément rebelle. On ne peut pas à 20 ans être conformiste, à 20 ans on est forcément contre, mais nous n'étions pas des anticonformistes armés, notre arme c'était la parole, c'était l'écriture, et puis c'est tout. Alors, évidemment, la punition a existé dans tous les pays du monde. On a mis en prison des gens pour leur apprendre à penser correctement, entre guillemets, mais ça a toujours été un échec parce que on ne pourra jamais obliger un homme privé de liberté de trouver que être privé de liberté est une belle chose. Non, c'est insupportable et tôt ou tard, cet autoritarisme se casse la figure. Tú hablas de que no se puede privar de libertad. La escritura, sin embargo, persiste. Y hay episodios en el libro en el que tú te imaginas escribiendo poesía o te imaginas paisajes idílicos con los que luchar contra la evidencia del horror. Es una época, 1965, en el que tú mismo vas vestido como los Beatles o llevas un pelo largo como ellos. Hay como está viniendo una claridad al mundo que en el caso de Francia y otros países luego se convierte en sucesivas primaveras, ¿no? Pero sin embargo hay un tremendo invierno en Marruecos del que el mundo no sabe nada o sabe muy poco. ¿Cómo pudo Hassan II preservar ese horror en silencio? Alors, il faut rappeler quelques éléments de l'histoire du Maroc parce que le premier choc que va connaître le roi du Maroc et le Maroc à l'époque, ça a été le kidnapping et la disparition de Mehdi Boubacar, qui était le leader socialiste de gauche et qui avait une ampleur internationale et qui préparait une grande réunion des pays, disons, progressistes, de la Havane au Vietnam, en passant par certains pays arabes, etc. Donc il était devenu non seulement un leader marocain, mais aussi un leader international. Et les Américains avaient demandé au roi du Maroc de le calmer. Alors le roi a demandé à son ministre de l'Intérieur, qui était le général Oufkir, d'aller le convaincre de rentrer au Maroc. C'est un peu la comparaison que j'ai faite l'autre jour avec le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'est à peu près la même chose. Sauf que Oufkir, Boubacar connaissait bien Oufkir et connaissait surtout la brutalité de ce soldat, de cet officier qui avait servi la France en Indochine et qui n'était pas un homme de dialogue, c'était un homme de la violence. Et je pense, on pense tous que quand il a été kidnappé par des policiers français, il est arrivé dans une villa en dehors de Paris, et là, ils ont commencé à la torturer, et je pense que Oufkir a pris les choses en main, il a été plus violent que les autres, et Mehdi Boubacar a eu une crise cardiaque, il est mort à ce moment-là, ne sachant quoi faire du corps, on l'a dissous dans l'acide, et ça a été le grand scandale qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans, plus de 50 ans après, 53 ans après. Le dossier est toujours
en justice parce qu'on veut savoir, les enfants, la famille de Boubacar veut savoir, et le Maroc, c'est pour ça, y compris le roi Mohamed VI, il veut savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose qui va handicaper le régime de Hassan II, la première chose. Parce que ça a été fait un boom international, et le général de Gaulle était très fâché contre le roi à l'époque. Deuxième événement, il va y avoir des manifestations d'étudiants qui vont mal se dérouler, qui vont se terminer par l'intervention de la police et puis de l'armée qui a tiré sur les gens. Et c'est là où, ce qu'on appelait les manifestations de mars 65. Cette deuxième étape, donc c'était venu avant le Boubacar, mais c'était dans le même siège. Et donc le roi à l'époque, il pensait que le seul moyen de diriger ce pays, c'est de la manière forte et surtout pas de place à l'opposition, qu'elle soit une opposition socialiste, communiste ou de droite. Il jouait avec les leaders de ces partis, mais en même temps, il donnait tout au ministère de l'Intérieur et il a formé une des polices les plus puissantes du monde arabe qui existe toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est utile parce qu'elle lutte très bien contre le terrorisme. Mais à l'époque, elle luttait contre les intellectuels et les opposants qui simplement avaient des idées contre le régime. Et ça, c'est... à partir de ce moment-là, il va y avoir le premier coup d'État. 10 juillet 1971. L'armée va entrer dans la garden party où le roi fêtait son anniversaire et ils vont tuer tout le monde. Ça a été un massacre, plusieurs centaines de morts, il y avait des ambassadeurs, des ministres, des invités du roi. Un an après, un deuxième coup d'État avec l'aviation, c'est des jeunes pilotes militaires qui vont attaquer l'avion du roi et, miracle, il va encore être sauvé. Alors à partir de ces deux événements, enfin disons 4 événements qui ont marqué les années 60, 70, le roi va se désintéresser totalement du pays et du peuple marocain. Ce qui l'intéressait uniquement, c'est sa survie à lui et sa famille, sa sécurité. Donc, le pays va être totalement oublié et ceux qui n'étaient pas d'accord seront en prison. Alors, il va mettre en prison des poètes, des écrivains, des intellectuels, des ingénieurs, enfin bref, il va y avoir beaucoup de gens en prison. Et puis, quand il meurt en 99, il va laisser un pays dans un état de détresse totale où il n'y a rien. Et le jeune roi qui va arriver va avoir à tout refaire. Et c'est pour cela que le Maroc doit beaucoup à Mohamed VI, qui est d'abord à régler ses comptes personnels avec son père, et qui a réparé le Maroc. Il a réparé comme si on réparait un malade, parce qu'il a pu installer des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, partout. Et il a donné au Maroc une présence dans le monde qui est aujourd'hui assez bien vue. D'autant plus qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire qu'aucun pays arabe et musulman et africain n'a fait, sauf l'Afrique du Sud, c'est d'instaurer une instance de justice et de réconciliation où il a indemnisé toutes les victimes, les familles des victimes de la répression de son père pendant 30 ans ou 40 ans. Donc, il y a eu 29 000 dossiers qui ont été présentés, et sur les 29 000 dossiers, il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont été indemnisés parce que le roi a reconnu qu'il y a eu des vexations et des violations des droits de l'homme durant la période de son père. C'est pour ça que aujourd'hui nous sommes très royalistes dans la mesure où nous avons un roi qui a montré, qui a prouvé qu'il était très différent de son père et qui a pris le Maroc, il aime son pays et surtout il a essayé de donner un peu de justice à ce pays. Donc c'est pour ça que quand on voit l'histoire du Maroc, eh bien ma petite épreuve personnelle n'est qu'un indice parmi tant d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont été torturés et mis en prison, et en même temps on se rend compte que ma petite histoire personnelle, ma petite épreuve, bon, quand on a 20 ans on exagère toujours,
Mais mon épreuve personnelle va rejoindre la grande histoire. Parce que, comme vous lirez le livre, vous verrez ça, parce que c'est les mêmes officiers et sous-officiers qui étaient chargés de nous maltraiter, qui étaient chargés de nous rééduquer, de nous montrer le chemin de la correction, etc. Ces mêmes officiers, ces brutes, ce sont eux qui m'ont fait le premier coup d'État. Et ça a été quelque chose de terrible, parce que nous étions, ceux qui sont sortis de ce camp, nous étions les seuls à savoir de quoi ils étaient capables, ces gens-là. Si jamais ils avaient réussi, ils auraient fait du Maroc un pays comme l'Irak de Saddam Hussein ou la Syrie de Bachar el-Assad, c'est-à-dire un désespoir total. Et c'est pour ça que le livre, en fait, c'est un livre d'un côté personnel et de l'autre côté, c'est un peu l'histoire du Maroc. Esa historia es una historia que está contemporáneamente bien precisa e inscrita en un tiempo que habían pasado 20 años de Buchenwald y faltaban 20 años para Argentina y muchos años para Khashoggi. Es decir, no es solo un retrato de Marruecos, es un retrato en ese momento, es un retrato de lo que es la maldad humana, más allá o más acá de la política, del ejercicio de la política. Y yo lo cifro en las desapariciones que tú narras, incluida la de Ben Barka, pero también en un gesto que es la destrucción de la humanidad, que es cuando el capitán destruye minuciosamente un certificado médico en virtud del cual tú podrías librarte del cuartel. Como me pasó a mí, por cierto, en el franquismo, también me pasó. Pero esa minuciosidad del terror o de la fábrica de terror, tú decías que era una empresa, era también una empresa de terror, como luego habría en Argentina, como probablemente la hay en Arabia Saudita o como la hubo en otra escala en Buchenwald. El ser humano que humilla al otro, ¿no? Justement, hier, j'ai dit à des étudiants qui étaient là qu'il ne faut plus utiliser l'expression « l'homme est un loup pour l'homme » parce que les loups sont des animaux finalement, bon, si on leur donne à manger, ils ne vont pas s'organiser pour se réunir et faire une stratégie pour détruire d'autres animaux. Les animaux ne se font jamais la guerre. Les animaux sont très basiques. Vous leur donnez à manger, ils vous foutent la paix. L'homme, tu donnes à manger, il te coupe la main. La main que tu as donné à manger, il va te couper. La condition humaine, elle est faite ainsi. C'est-à-dire que l'humanité, depuis toujours, et ça évidemment, tu as parlé uniquement du XXe siècle avec l'Amérique latine et ce qui s'est passé en Europe, mais l'humanité a toujours été dirigée par des gens qui ont donné tout le pouvoir à la force et qui ont essayé de dépasser ou d'ignorer les bases de la démocratie, c'est-à-dire le droit de chacun et le droit de tous. Alors, quand je disais qu'il ne faut plus dire l'homme est un loup pour l'homme, il vaut mieux dire l'homme est un homme pour l'homme. Et ça suffit largement pour savoir de quoi est capable l'humanité. L'humanité, on le voit en même temps, on a vu dernièrement comment des peuples, parce que nous dans notre fantasme, quand on est jeune, et je suis sûr que quand tu avais mon âge jeune comme ça, tu pensais que le peuple était progressiste. Alors j'ai découvert avec le temps que les peuples ne sont pas progressistes. Ce que j'ai vu l'autre jour au Brésil, comment ils ont voté en masse pour un criminel, un salaud qui a dit ce qu'il va faire.
et qui va massacrer la planète parce qu'il a déjà un programme de détruire la forêt amazonienne parce qu'il ne croit pas au problème de l'écologie, etc. Il est homophobe, il est contre les femmes, etc. Et pourtant, ils ont voté pour lui en masse. Et on trouve la même chose pour Trump, qui a eu beaucoup de gens avec lui pour 10 millions. Alors, il faut qu'on enlève de notre tête cette espèce d'idéalisation que nous avons fait du peuple. Les peuples sont ce qu'ils sont. Ils suivent ceux qui parlent le plus fort. Ils suivent ceux qui leur promettent le maximum d'intérêt. Alors, il faut qu'on puisse prendre un peu sur nous et faire très attention à ce que les foules, en général, ne sont pas toujours du côté du droit et de la justice. Ces dernières semaines, on a vu en France la sortie dans la rue des gilets jaunes, sympathique, un mouvement non organisé, un mouvement non contrôlé, un mouvement sans parti, sans structure. Et on s'est rendu compte que finalement, quand on creuse un petit peu, la plupart des gens qui sortent avec les gilets jaunes se revendiquent des Front National, c'est-à-dire de l'extrême droite, ou alors l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'extrême et on ne sait plus comment aujourd'hui parler à ce peuple. Parce que quand on est en démocratie, ce qui est le cas quand même que les pays européens, la démocratie, les gens l'aperçoivent comme une technique et non pas comme une usine de valeurs. La démocratie, c'est un ensemble de valeurs et une culture de valeurs. Or, c'est pas parce qu'on vote qu'on est démocratique. La preuve, on a voté pour des gens qui ne sont pas du tout démocratiques. Es muy importante subrayar frente a la idea de que existen esos pueblos que parecen unánimes. En el libro, por cierto, muy precisamente traducido por Malika Mbarek, admirable traductora, aquí presente. Malika est espagnole et marocaine et en même temps elle a traduit ce livre parce que c'est comme si elle avait vécu cette expérience. Se nota. Lo que quiero decir es que el lenguaje del libro y la atmósfera del libro es inmediatamente familiar. Las tragedias universales, las tragedias de los países, tienen una consecuencia en las personas concretas. Tú, al empezar, ya evocas a lo que es para tu madre ese día, qué es para tu hermano, qué significa para tu padre. Es decir, lo que hay en el libro es la sucesión de primeras personas, el barbero que te afeita la cabeza, te quita el pelo, que te reduce a ser un objeto más en el campo, el Aka, el torturador, el capitán, todos son seres humanos. El capitán incluso trata de confraternizar contigo porque tiene parientes en Tánger, cerca de tu pueblo. Es decir, todo es muy familiar y al mismo tiempo muestra ese odio que puede venir individualmente, puede expresarse individualmente siendo expresión de colectividades perversas, ¿no? J'avais un ami qui avait été arrêté pour des raisons politiques. Il a été torturé avec d'autres copains. Et il me disait que le tortionnaire, celui qui, le matin, il arrivait, il les saluait, bonjour, ça va, tu as passé une bonne nuit. Il enlevait sa veste, il retroussait les manches, il dit maintenant je vais travailler.
Et pour lui, c'est un travail comme quelqu'un qui va au bureau pour voir les dossiers. Il ouvre les dossiers, bon, on va signer ça, on va faire ça. Et le tortionnaire était formé comme ça. Et il disait, je suis désolé, mais je dois faire mon travail parce que on m'a demandé de vous faire parler, je vais le faire. Bon, il y a plusieurs méthodes. Alors il dit, bon, ben, il y a ça, il y a l'eau, l'électricité, il y a la... Bon, par quoi on commence? Il parlait avec une simplicité. Je me raconte cet ami qui s'appelait Ahmed Hazini. Il me dit, mais il parlait tranquillement. Et je suis sûr que cet homme, le matin, a déposé ses enfants à l'école, il leur fait une petite bise, il dit, attention, en traversant, faites attention qu'il y ait une voiture ou qu'il y ait un monsieur qui va vous faire du mal. Attention, hein. Et il pose, il disait, il est très poli, il passe devant le café, il prend un petit café, il salue tout le monde, il est très gentil. Mais il descend dans une cave, dans une villa, et se met à torturer, qui est son travail. Et je pense que ce personnage, c'est vraiment je crois que c'est ça, il n'y a pas de méchanceté personnelle. Il y a un travail qui doit être fait. Alors, dans le camp, la consigne était, on va vous amener des petits bourgeois, enfants gâtés de la bourgeoisie marocaine, et des intellectuels qui ont les cheveux longs, et vous allez les redresser, vous allez en faire des hommes, parce que c'est des femmes laides. Et effectivement, quand j'arrive à ce camp, en fin d'après-midi, le Aqaï, il était à la porte, il le reçoit, et il y avait mon frère, il le rassure, mon frère, il dit, vous en faites pas, votre frère, il est maintenant avec un autre frère, et il me sert contre lui, ça, voilà, c'est formidable. Alors mon frère, le pauvre, il avait cru, il est parti rassuré. Dès que mon frère avait le dos tourné, il me donne un coup sur le dos et je tombe. Et il me ramasse avec les cheveux, comme on fait dans les dessins animés, vous savez, quand on voit les cartoons, il me ramasse avec les cheveux. J'avais les cheveux longs parce que c'était l'époque, c'était la mode, c'était oui, les Beatles, et puis il y avait la chanson de... Oui, il avait la chanson d'Antoine, les cheveux longs et des courtes, etc. Enfin, bref. Et c'était la première épreuve, comme tu la racontes, c'est de nous couper les cheveux et de nous faire raser par un sergent stupide, etc. Donc c'était l'entrée en matière. D'abord, il considérait que c'était nous enlever notre dignité. Et il nous dit, vous êtes des femmes-laides pour eux, parce qu'il y avait une telle mépris pour les femmes. Alors, femme-laide, c'est une insulte dans leur bouche. On va faire de vous des hommes. Et nous, on dit, moi je suis un homme. Non, c'est pas ça. Tu arrêtes. Et c'était comme ça tout le temps. Et alors, après un certain moment, on se dit, mais la vraie humiliation, c'est de prendre un intellectuel qui a passé des mois et des années à lire Aristote, Nietzsche, Al-Hallaj, la poésie de Baudelaire ou de Shawqi, et puis se retrouver face à des brutes analphabètes qui ne savent pas ce que c'est que la poésie et qui ne sauront jamais ce que c'est. Et c'était fait exprès de mettre des intellectuels. Moi, je sortais de la faculté de lettres où j'ai fait de la philosophie, et je me trouve devant un monsieur qui a fait la guerre d'Indochine et qui ne sait que la violence. Donc l'humiliation, c'était ça. Ensuite, il y a bien sûr la maltraitance physique, mais il y a une autre maltraitance. C'est le fait d'être dans le flou. Ils ne vous disent pas pourquoi vous êtes là et combien de temps on va être là. On est là. Alors c'est la pire des punitions parce que vous ne pouvez même pas vous projeter dans 1 an ou 2 ou 3 ans, vous allez sortir. Un prisonnier de droit commun, il rentre en prison, il a une date de sortie, il peut même sortir avant. Mais nous, c'était pas ça. On ne savait même pas si un jour, ils allaient nous libérer. Et c'était une autre façon de nous maltraiter. Et le deuxième point, alors, il faut dire au Maroc, la relation entre enfants et parents, la famille a une présence très très forte. Et le fait de priver une mère de son enfant est une punition encore plus grande. Et ils savent tout ça, bien sûr. Et le fait de donner aucune information. Pendant 6 mois, mes parents ne savaient même pas où j'étais. Et c'est de devenir fou. Alors, tous les parents sont dans le même cas. Mais c'était fait exprès pour punir aussi les parents, parce qu'ils considéraient que les parents nous avaient mal éduqués. C'est pour ça que nous avons manifesté contre Hassan II. Et donc, il fallait nous rééduquer.
Tú hablas de la actitud de tu padre, precisamente, y esa actitud no queda más remedio que relacionarla probablemente con todas las dictaduras, y yo, por mi generación, la puedo asociar también a lo que se decía en casa: no te metas en política, no sirve para nada, ¿no? Pero a mí me gustaría nombrar de nuevo, en función del lenguaje, que muy pronto aparece El extranjero de Camus, en auxilio de tu memoria literaria de aquel entonces, cuando tú estás ya trabajando en Albert Camus, ¿no? y en El extranjero. El libro, tu libro, tiene una enorme eficacia moral, porque tú no vas acusando a las personas que hacen eso, sino que vas describiéndolos como si fueran paisajes de una región devastada en la que ellos quedan como sombras, ¿no? Oui, en même temps, on avait l'impression que eux, ils obéissaient à des ordres, sauf que le commandant du camp avait l'ambition d'être un peu différent. Alors, je raconte parfois, il a invité le soir deux dirigeants étudiants, un communiste, l'autre socialiste. Et moi, une fois, je les ai accompagnés. Et il posait des questions assez... Je lui dis, vous qui êtes des communistes, je ne sais pas la différence entre socialiste et communiste. Alors, c'est quoi Lénine? Qu'est-ce qu'il a fait Lénine? Et pourquoi il a fait ceci? Et Marx, qu'est-ce qu'il est marxiste? Il voulait qu'on lui fasse un cours sur le marxisme-léninisme. Moi, je n'étais pas compétent, je ne disais rien. Mais les autres essayaient un peu de l'expliquer. Et en fait, il préparait son coup d'État déjà. Et il était en train de se familiariser avec des idéologies qu'il pouvait rencontrer. Et on s'est dit quand même, un militaire qui s'intéresse à Lénine et à Marx, qui n'a pas lu bien sûr, et c'est quand même inquiétant. Mais loin de nous de penser qu'un jour, cet homme allait prendre les élèves officiers de l'école de Moumou et de descendre sur Rabat et d'envahir le palais et de tuer tout le monde, sauf le roi qui s'est caché dans les toilettes et qui a eu la vie sauve. Mais c'était extraordinaire parce qu'il y a eu un coup d'État où l'avenir du Maroc a failli basculer dans la barbarie totale en quelques heures. Et ça, c'est parce que tu disais tout à l'heure que ce sont des hommes parmi d'autres. Oui, mais pas le commandant. Le commandant avait un projet politique. Le commandant avait une ambition politique qui faisait de lui un futur dirigeant de ce pays. Heureusement qu'il a échoué. Sinon, le Maroc serait aujourd'hui la Syrie ou l'Irak que vous connaissez. No fue solo una represión puntual que trataba de regenerar a los chicos por sus costumbres. También se trataba de reeducarlos para una cultura totalitaria, ¿no? La anécdota de cuando tú ves o pones o proyectas una película de Eisenstein que es prohibida por la autoridad local militar, luego aparece que vas a poner una de Ingmar Bergman y sin embargo ya a él no le parece política. Nosotros vivimos en España también esa persecución ideológica a través del cine para que solo viéramos o leyéramos o nos nutriéramos de la poesía, de la literatura o del cine que le convenía a un régimen que no quería inquietud, quería quietud. Ça c'était le contexte dans lequel, avant d'arriver au camp, j'avais vécu, parce que je dirigeais le ciné-club de Tanger, j'étais très jeune, j'étais lycéen, et la programmation, je faisais attention, parce que je me dis, si je projette
Persona de Bergman ou Les Frères Sauvages, ils vont rien comprendre, ils disent oh, c'est un film assez bizarre, métaphysique. Et si je projette Les Cuirassiers Potemkin, c'est assez clair que c'est quand même la révolution de 1917, et ça, on ne peut pas laisser passer. Donc il y avait déjà, dans le contexte général de la culture au Maroc, une censure qui était évidente. La censure des livres, la censure des films, la censure, d'ailleurs la censure aussi bien politique que morale. Alors je me souviens le directeur du Centre cinématographique marocain, qui va d'ailleurs, le pauvre, mourir dans le coup d'État d'Israël, parce qu'il était invité parmi les invités. Lui, il y avait un film de Brigitte Bardot, je ne sais pas si c'était L'homme qui a la femme ou un autre film, où on voyait Brigitte Bardot un peu dénudée. Et il envoyait comme en Espagne j'imagine, il envoyait des ouvriers mettre de la peinture noire sur le dessin de Brigitte Bardot, sur toutes les affiches qui étaient dans la ville. Et mais il faisait ça, il était tellement ridicule. Bon, c'était une censure aussi des affiches. Alors évidemment, politique, c'est encore pire. Politique, on n'en parle même pas. Et cet homme va trouver la mort dans le coup d'État parce qu'il était l'invité du roi. Donc, pour vous dire que le Maroc a vécu dans une censure stupide, comme toutes les censures du monde d'ailleurs. La censure est toujours stupide parce que c'est le meilleur moyen de mettre en valeur quelque chose qu'on ne veut pas mettre en valeur. C'est-à-dire finalement, plus vous voulez interdire un livre ou un film ou une musique, plus les gens veulent la voir et l'écouter et aller vers elle. Et ce qui est bizarre, c'est que aujourd'hui encore, malgré les réseaux sociaux et l'Internet et tout ça, la censure existe encore. C'est stupide. N'importe qui peut rentrer dans Google et sortir n'importe quel livre ou n'importe quelle œuvre pour la lire ou en faire ce qu'il veut. Donc c'était un peu cette espèce de stupidité qui est, heureusement que de temps en temps, la stupidité est du côté des autoritaires. Debo decir, Tahar, que ese póster de Brigitte Bardot lo tuve en mi cuarto en 1972 y debo decir que era memorable, no porque se vieran los senos, sino porque se vislumbraban los senos. Había una cortina de agua que bajaba por su vestido y se veían atrás los senos desnudos y era una imagen maravillosa de felicidad del cuerpo. Me gustaría saber cómo te sentiste mientras describías de nuevo el horror que sufriste y cómo describiste, cómo te sentiste al describir tu padre y tu madre y tu hermano en medio de esos sucesos. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'écrire, j'ai fait 50 ans comme c'est dit, mais en même temps, j'ai décrit ça avec énormément de distance et d'objectivité. D'abord, je n'ai pas du tout de haine, je n'ai pas de ressentiment. Tous ces gens-là ont été fusillés, sont morts dans le coup d'État, n'existent plus. Donc, à la limite, si Dieu existe, disons que Dieu les a déjà punis. Mais ça, c'est pas ça la question. La question, c'est de faire la littérature. Je pense que la littérature, comme disait Jean Genet, il faut qu'elle soit précédée d'une épreuve, d'un drame. Et mon drame, ça a été tout simplement d'avoir, quand on a 20 ans, d'être privé de liberté. Et qu'à l'époque, j'étais amoureux de ma future fiancée, et qui, privé de cette femme, privé de cette liberté, j'apprends en plus pendant le séjour dans ce camp, que cette femme ne m'a pas attendu, ne m'aimait plus, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une double trahison, manquer de liberté. En plus, vous apprenez que la femme que vous aimez vous a préféré quelqu'un d'autre. Et ça, c'était une douleur plus forte, parce que, à la limite, le fait de transporter des pierres inutiles pendant 5 km et revenir avec d'autres pierres, c'était moins grave que de savoir que je ne pouvais même pas avoir de chagrin parce que ma fiancée m'a trahi. Et c'était quelque chose, quand on a 20 ans, ça prend des proportions énormes. Alors j'écrivais tout ça avec beaucoup de distance
J'ai écrit ça après la mort de mes parents parce que je sais que ma mère a beaucoup souffert de cette situation sur le plan de sa santé, parce qu'elle n'était pas du tout préparée à être privée de son fils, mais surtout que c'était une vraie souffrance parce qu'elle ne savait pas ce qui m'arrivait, où j'étais et qu'est-ce qu'on faisait de moi. Et ça, c'était le vrai problème pour les parents. Mon père était plus politique parce que mon père était un anarchiste qui ne croyait en rien, qui savait très bien que les militaires étaient capables de tout. Donc lui, il ne me disait rien. Mais quand j'ai commencé à parler de Accra ou de Ababou ou tous ces gens-là, je parlais d'eux comme des personnages de romans, comme si c'était des fantômes. Je racontais ce qu'ils ont fait. Mais après, pour moi, ils n'existent plus, ils n'ont aucun intérêt. C'est des personnages qui meurent à la fin du livre, et puis c'est tout. Mais en même temps, ce que je voulais faire, c'est rapporter une page d'histoire de mon pays, qui est en même temps une page qu'on peut retrouver dans n'importe quel pays arabe, dans n'importe quel pays d'Amérique latine. En Égypte, il y a eu Nasser, par exemple, a exilé dans le désert des intellectuels, des militants de gauche, et il les a oubliés dans le désert, dans la chaleur et dans la soif. Saddam Hussein a fait la même chose, il a même exécuté beaucoup de gens. Donc, c'est un peu le lot de tout le monde arabe qui a été depuis pratiquement la chute de Grenade, a été dans une décadence continue. Et si aujourd'hui, nous vivons dans un monde arabo-musulman qui est dans une espèce de crise horrible parce qu'il n'y a aucun espoir pour que ça s'arrange, quand on voit ce qu'a fait l'Arabie Saoudite avec ce malheureux journaliste, la manière de se débarrasser de ce journaliste, quand on voit ce qu'a fait Bachar al-Assad en Syrie, où il a assassiné son peuple tranquillement depuis 2011 avec l'aide des Iraniens et des Russes, et que tout le monde regarde ça et dit « Ah, les pauvres », quand on voit ce que fait l'Arabie Saoudite en ce moment au Yémen, où il y a des massacres quotidiens, quand on voit ce qu'est devenu l'Irak après l'intervention illégale et absolument scandaleuse de l'Amérique en 2003 en Irak, elle a détruit ce pays et c'est devenu un pays truffé de terroristes. Quand on voit la Libye, ce qu'elle est devenu aujourd'hui territoire de Daesh maintenant avec Penton, on est dans un désespoir total. C'est-à-dire finalement, la malédiction du monde arabe vient de loin. Elle vient de la chute de Grenade. Et la chute de Grenade, c'est quand même il y a 5 siècles, et pourtant ils l'ont pas encore inconsciemment avalé et accepté. Parce que la chute de Grenade, c'est la fin d'une période où le monde arabe avait son mot à dire. Aujourd'hui, le monde arabe, c'est pas lui qui parle. Quand on entend Trump parler de l'Arabie Saoudite, il dit c'est moi qui décide ce que va faire l'Arabie Saoudite. Et c'est ça ce qui se passe malheureusement. Una última consideración, Tahar. Este es un libro muy emocionante. A mí me ha traído algunos momentos no escritos de la figura, por ejemplo, de Jorge Semprún. En una ocasión estaba Semprún con Yves Montand y con Simón Signoret en una casa de campo en la que había una piscina. Y se le ocurrió a Simón Signoret o a alguien de allí a tirar a la piscina a Semprún. Y su terror fue visible y terrible, porque a él le recordó la bañera, la tortura de la bañera en Buchenwald. Él nunca pudo escribir de ese momento. Él decía al final de su vida que le costaba contar todavía algunas cosas. Tú has tenido la valentía de contar y nosotros, yo lo he leído no solo como un testimonio de lo que ocurrió en Marruecos, sino del presente de la humanidad, capaz de aceptar la tortura y hacerla pasar por motivos de seguridad. On ne peut pas comparer ce qu'a vécu Jorge Semprún
avec ça, parce que Jorge, qui était un grand ami, et j'ai lu tous ses livres, il raconte l'horreur, et en même temps c'était quelqu'un, c'était un homme qui a fait de la politique, c'était un homme qui s'est engagé politiquement, communiste, et après sorti du communisme, s'installé en France, et puis je l'ai connu parce qu'il nous a rejoints à l'Académie Goncourt, où j'ai siégé avec lui jusqu'à sa mort, et c'était un homme extraordinaire parce que c'était une mémoire et un grand témoin de cette époque. Et en même temps, ce qui était, comme tous les grands témoins, comme Primo Levi par exemple, il ne parlait jamais de ça. Il ne parlait jamais de cette période, cette torture, de cette douleur, cette souffrance qu'il a eue, parce que c'était un témoin qui a écrit et il pensait toujours qu'il écrivait pour les générations futures, parce que lui aussi n'avait pas beaucoup de considération pour l'humanité. L'humanité, elle est ce qu'elle est. L'humanité, on peut en faire ce qu'on veut, tout dépend qui parle le plus fort, qui a le plus d'argent, on peut faire ce qu'on veut avec l'humanité. Et lui était quand même un homme averti. Il était averti et il savait très bien, il savait très bien jusqu'où il pouvait aller. Je me souviens d'une grande souffrance qu'il a eue à un certain moment, Marguerite Duras, dans ses mémoires, a laissé entendre que Jorge avait trahi Antelme, qui était le mari de Duras. Et ça a été rapporté par la presse. Il a souffert beaucoup de ça. Alors vous imaginez quelqu'un qui a souffert par les nazis se faire après accuser d'avoir trahi son groupe, et ça c'était quelque chose de terrible, et il est mort sans avoir justice, parce que, bon, on a étouffé l'affaire parce que c'était scandaleux, mais en même temps il n'a pas eu la justice avec lui. C'est terrible. Voilà. Donc, je reviens à cette question d'humanité. Moi je pense que la littérature a ceci de particulier, que ce soit avec Dostoïevski, Kafka ou Solzhenitsyn, c'est d'écrire. On écrit comme ça, c'est une bouteille à la mer. Peut-être que nos arrière-petits-enfants liront ces pages et sauront ce qui s'est passé. Mais le fait d'écrire, il faut bien écrire. Il ne faut pas écrire n'importe comment. Il faut respecter la littérature, il faut respecter le lecteur. Et c'est pour cela que toute écriture doit être de qualité. Il faut vraiment souffrir pour écrire de belles choses. Moi, je me souviens de ce que disait Vargas Llosa à un certain moment. Un journaliste lui avait dit, c'était les années 70, lui avait dit comment vous faites pour écrire dans un continent d'analphabètes? À l'époque des années 60, 50, en Amérique latine, l'analphabétisme était assez répandu. Et Vargas Llosa avait répondu cette phrase, il a dit « Non seulement il faut écrire, mais il faut très très bien écrire. Parce qu'ils ne savent pas lire, et bien je vais les respecter encore et l'écrire de manière la plus belle et la plus forte possible. » Et c'est à peu près la même attitude qu'a eu Jean Genet quand il était en prison. Et Jean Genet a écrit, il a fait à peu près, avec des allées et venues, 7 ans de prison. Il a écrit les plus belles pages de la littérature française en prison. Et un jour, je lui dis, comment ça se fait que tu as été d'une telle classicisme, d'un tel académisme en écrivant un français impeccable, formidable et très beau? Et il me dit, j'étais en prison, je devais sortir. Mais pour mériter de sortir, il faut avoir écrit très très bien, sinon c'est pas bien. Debo decir que ahora, junto a la escritura o la vida de Jorge Semprún, pondré en mi casa El castigo. Muchas gracias por haberlo escrito.
y a des questions? No hay manos. Sí. Il n'y a pas de... Aquí, aquí. Sí. Sí, aquí. Adelante. Yo quería, pues, sí, al principio habló usted de, o sea, a mí me parece muy interesante que Darwin Julum pase de la novela fantástica a una novela pintoresca sobre un Marruecos fantástico y pintoresco a un Marruecos real, Marruecos político. Pero tengo algunas diferencias con usted respecto a cómo explicó la situación o la época de la que se conoce como la del plomo, ¿no? O sea, la era del plomo. Sí. Y Hassan II, usted dice que Hassan II en el primer golpe de Estado o golpe militar y el segundo es cuando, es decir, en 71-72, es cuando cambió su política y se convirtió en el bestia que es. Pero se olvidó usted que en el 58, cuando era príncipe, ha masacrado Rif, junto con su general preferido, ¿no? Ofker, que masacró a los pueblos de Indochina también. Y eso es un detalle, ¿no? Entonces, para mí y para la mayoría del pueblo marroquí, el Hassan II no se convirtió en bestia, no es víctima de un complot, de un golpe militar, sino que es el fruto de la política francesa en Marruecos. Usted escribe con sus novelas, a mí me encantan, he leído bastante, pero desde el punto de vista de los marroquíes, usted nos está utilizando para un fin personal, porque escribe para los franceses y por Francia, pero nunca se acuerda de lo que es Marruecos en realidad. Ha hablado usted y dijo y eligió a Mohamed VI y su política, su brillante política. No voy a entrar en los detalles quién es Mohamed VI, etc., ¿no? Pero la situación actual está muy clara. Tenemos los últimos acontecimientos, que son las manifestaciones en Rif, que son manifestaciones pacíficas y han sido duramente reprimidas, y actualmente hay casi 1000 detenidos, algunos han sido procesados y otros no, con 20 años de condena, etc. Y eso no hay que olvidarlo. Respecto a lo que es la primavera árabe, hoy en día todo el mundo, respecto a la guerra en Yemen, dice que Arabia Saudí es la responsable, cuando Marruecos desde el principio ha participado con sus aviones bombardeando la población civil en el Yemen, y eso bajo la égida de Mohamed VI. Y eso no se dice ahora. No, ahora los malos son los árabes, los saudíes, etcétera, ¿no? Por diferencias políticas que nosotros todos sabemos. Ça, c'est un long commentaire, c'est pas des questions. Mais j'aimerais quand même remettre les choses un peu à leur place. Moi, j'ai écrit mon expérience. Je n'ai pas écrit ni pour les Français, ni pour les Anglais, ni pour les Asiatiques, ni pour les Suédois, ni pour les Esquimaux. J'ai écrit pour ceux qui veulent bien me lire. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, je ne dis pas, tiens, je vais écrire pour les Français plutôt que pour les Marocains. Si je faisais ça, je crois que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et je pense que de toute façon que vous avez de distribuer des diplômes, voilà, vous écrivez comme ci ou comme ça, c'est un peu gênant dans la mesure où vous avez la liberté de ne pas aimer la littérature, c'est tout à fait votre droit le plus absolu. Mais quand on a parlé, quand j'ai parlé de ce qu'a fait Mohamed VI par rapport à son père, ce sont des faits.
j'ai pas fait une... Je ne suis pas là pour raconter ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, ce serait l'objet d'une conférence peut-être, de dire ce qui se passe, ce qui s'est passé au Rif, ce qui s'est passé à Gerada, ce qui se passe quotidiennement dans les prisons ou dans la corruption, etc. C'est un autre sujet que je n'ai pas traité ici. Donc, je reviens à la punition et je reviens surtout à le contexte dans lequel cela a été écrit. Et je ne suis pas en train de faire le procès ni de la monarchie de Hassan II ni de Mohamed VI. Je raconte une étape de ma vie personnelle qui a rejoint l'histoire du Maroc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Monsieur Taher. Ma question, c'est pourquoi vous avez attendu ce temps-là, 50 ans, pour écrire, pour réfléchir la mémoire? Et autre question, s'il existe d'autres projets similaires à la punition au futur. La deuxième question, c'est d'autres projets de... Vous avez un autre projet ou un autre roman similaire à la punition au futur? J'ai attendu 50 ans, c'est parce que d'abord au départ j'ai voulu oublier cette époque. Je n'avais j'avais pas de ressentiment, j'avais pas de haine contre ces gens-là. Ils ont été punis par la vie, par le destin. Et j'ai passé à autre chose. Mais après il y a eu deux choses. Il y a d'abord des séquelles que j'ai traînées avec moi. Et deuxième chose, à ce moment j'en avais marre d'entendre des gens qui ne m'ont pas lu, qui n'osent pas mon travail, et qui faisaient de moi un soutien indéfectible à la politique de Hassan II. Je n'ai jamais été son soutien, je n'ai jamais léché les bottes comme ils disent, et je me dis, je vais quand même raconter mon expérience, pas pour me justifier, mais simplement pour remettre les choses à leur place. Et surtout, c'est une façon pour moi de répondre à des attaques, qui étaient souvent des attaques idéologiques et politiques, qui étaient sans fondement, mais c'est toujours comme ça. Quand on écrit, on prend le risque de ne pas plaire, et on prend aussi le risque de donner l'occasion à des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne lisent pas sérieusement, de vous attaquer parce que pour 1000 raisons. Le prochain livre n'a rien à voir avec la punition, je retourne à la fiction, et j'ai publié un livre qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui est un peu la conséquence de la punition. Le titre de ce livre s'appelle L'insomnie, et ça va paraître dans quelques jours en France. Est-ce qu'il y a des questions? Una pregunta? Sinon, c'est très bien comme ça. Alors, voilà, merci beaucoup pour votre présence. Y hay alguien que ha olvidado un móvil en el escáner, está arriba en seguridad. Si quieren verificar, por favor.